Une première question ici, qui concerne la maladie. Lorsqu'on est malade, ou plutôt lorsque le corps nous donne cette impression, est-ce que cela veut dire qu'on se prend au sérieux? Lorsqu'on est malade, souvent c'est les autres qui se prennent au sérieux et qui nous le disent. Mais lorsque c'est une maladie du corps, lorsqu'une personne est malade physiquement, c'est une maladie qui est régie par l'évolution planétaire, une maladie planétaire. C'est qu'elle assume un karma collectif. Donc, ce n'est pas parce qu'elle se prend au sérieux. Elle peut se prendre au sérieux, mais ce n'est pas ça qui va déterminer chez elle la maladie. Je parle de l'asthme, dans différentes formes d'asthme. Je parle de pneumonie. Je parle de certaines maladies vénériennes. Je parle de fibrose kystique et de d'autres formes de maladies qui ne sont pas reliées à l'expression maladroite de la psychologie dans le corps physique par l'intermédiaire de la vie ou du corps vital. Lorsqu'une personne, par contre, exprime dans son corps une désharmonie ou une trop grande soif d'énergie vitale, ce qui va se transmettre par le corps physique en maladie physique, c'est qu'effectivement, elle se prend au sérieux parce qu'elle n'a pas la faculté d'exprimer l'énergie maladroite de sa psychologie à l'extérieur ou dans sa conscience de façon à la régler. Elle peut être réglée par un psychologue, elle peut être réglée par un acupuncteur, elle peut être réglée par différentes personnes ou par différents moyens. Mais si elle n'a pas la faculté de le faire, c'est qu'elle place trop d'énergie ailleurs au lieu de la placer dans la restauration de sa maladie. Cela veut dire que lorsqu'une personne est malade, ulcère d'estomac, problème cardiaque, coronarien, même génétiquement, mal de dents, mal de tête, différentes maladies cutanées, quoique certaines sont planétaires, donc ne regarde pas la psychologie qui se prend au sérieux. Maladie intestinale, presque toutes les formes de maladies digestives, circulatoires, cardiaques ou cérébrales, et même plusieurs formes d'arthrite, de maladies de dégénérescence, vont être causées par l'ego qui se prend au sérieux et qui dynamise toute l'énergie du corps vers sa défense, vers la défense de l'ego, vers l'expression de l'ego, vers la lutte de l'ego à avoir raison, ce qui n'en laisse pas assez pour le corps physique ou le corps vital pour pouvoir conserver sa santé. Le corps physique est malade, tributaire de la psychologie maladroite de l'ego, simplement pour pouvoir forcer l'ego à devoir comprendre que ce n'est pas lui qui mène le jeu. Donc, qu'il y a des lois écologiques à respecter et que tant que l'ego va refuser de vivre dans ces lois pour essayer de vivre dans des lois qu'il va lui-même créer, il devra apprendre à souffrir parce qu'il devra apprendre à rentrer dans un chemin qui ne sera plus dicté par l'ego, par les désirs ou par l'émotion, mais qui sera dicté par l'intelligence de son esprit, esprit qui présentement ne peut pas l'habiter parce que l'ego prend trop de place. Petite question bien simple, bien banale, mais très importante à mon avis. Là, je les aime comme ça. En tout cas, la gêne, la timidité, est-ce que ça fait partie de se prendre au sérieux? Une personne extrêmement orgueilleuse va être gênée et timide. Et lorsqu'elle est timide, elle risque d'être humide. Alors l'humidité, la timidité et la gêne font partie du phénomène de se prendre au sérieux. Lorsque je pointe une personne, elle est gênée. Lorsqu'une personne fait quelque chose qui, normalement, n'est pas reconnu, elle est gênée. Le fait de péter, c'est un exemple banal, qui fait rire. Parce que lorsque l'on rit, c'est que, justement, ça touche une corde chez nous, c'est gênant. Alors, la timidité, c'est d'avoir peur de ne pas être reconnu par les autres. La gêne, c'est de se rendre compte qu'on est vu par les autres. C'est un mécanisme
de se prendre au sérieux. Cette manie de s'évaluer sur l'amélioration de certains défauts, de se voir plus évoluer ou moins évoluer sur quelques points, cette tannante d'introspection quotidienne obsédante fait-elle partie du fait de se prendre au sérieux? Il y a chez l'être humain un mécanisme salvatoire, celui de l'observation. L'observation qui va être opérée par l'énergie mentale chez l'être humain, et cette énergie mentale va observer le dilemme que pose l'ego, le dilemme que pose la psychologie, l'émotion, le désir, l'astral, pour résumer. Lorsque l'ego s'observe lui-même, c'est qu'il se prend au sérieux et qu'il essaie de s'ajuster au concept qu'on lui a donné de ce que c'est qu'un être correct ou même parfait. Alors, lorsque vous vous observez constamment et que de par cette observation, vous vous critiquez, donc que vous vous condamniez, accréditiez, lorsque vous vous jugez, c'est que vous avez l'idée de ce que vous devriez être et observant ce que vous êtes, ce processus peut vivre. Lorsque l'énergie mentale, ce qui vous permet de pouvoir voir une chose telle qu'elle est, sans qu'elle soit déformée par ce que vous voudriez qu'elle soit, parce que vous auriez voulu qu'elle soit, parce qu'elle aurait dû être. Si vous êtes capable de voir une chose telle qu'elle est, sans qu'elle soit colorée par votre émotion, par votre amour, par vos désirs, par votre crainte ou votre peur, c'est que c'est le mental qui observe, ce n'est pas ce que moi j'appelle l'astral, ce n'est donc pas le monde de l'ego, le monde de l'émotion, des désirs, des peurs et des craintes. Si l'énergie mentale est capable de s'observer calmement et d'observer ce que l'ego fait, alors il n'y a pas de perte d'énergie, vous ne vous prenez plus au sérieux. L'énergie mentale a comme rôle l'observation. L'énergie astrale a comme rôle le jugement. Alors lorsque l'on juge et que l'on opère même par-dessus l'énergie mentale qui devrait observer, pour pouvoir analyser d'une façon logique, efficace, conséquentielle quelque chose, l'ego se prend au sérieux. Si vous achetez une automobile par goût, avant de l'acheter par utilité, votre énergie mentale n'a pas de puissance. Votre énergie égoïque a de la puissance et vous vous prenez au sérieux. Si vous achetez quelque chose ou si vous faites quelque chose parce que vous envoyez l'intelligence, si ça vous plaît en plus, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas et vous le faites quand même parce que vous envoyez la conséquentialité dans le temps, votre énergie mentale a de la puissance. Et elle domine là où elle doit dominer, tandis que votre énergie émotive s'exprimera lorsqu'elle doit s'exprimer. Cette manie, si c'est une manie, c'est achalant. Si c'est achalant, c'est expérimenter, mémoriser. C'est de l'ego. Qui observe de l'ego. C'est se prendre au sérieux. De s'évaluer sur l'amélioration de certains défauts. Donc, on a le concept de ce que c'est l'amélioration et on veut travailler là-dessus. C'est de l'ego. On se prend au sérieux. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas efficace? Parfait. Est-ce que c'est intelligent d'être inefficace? Dans votre cas, si vous dites oui, pas de problème. Vous ne pouvez pas en souffrir. Mais si vous dites oui que vous en souffrez, c'est que vous vous défendez. Est-ce que c'est intelligent de souffrir? Si vous dites oui, c'est intelligent de souffrir, alors continuez à souffrir. Ça ne reste pas à vous. Mais si vous trouvez que ce serait peut-être plus intelligent de ne pas souffrir, pas de détruire l'extérieur pour cesser de souffrir, non. De laisser l'extérieur tel qu'il est, mais de ne plus souffrir. Sans devenir l'esclave de l'extérieur, mais en devenant le maître contrôleur de sa propre vie. Si vous trouvez ça intelligent, je vais vous parler. Si vous trouvez intelligent d'être conséquentiel, d'avoir une réponse à ce que vous voulez faire et de voir l'intelligence de ce que vous devez faire, vous n'aurez plus besoin de vous prendre au sérieux et vous allez être libéré de l'ego. Mais lorsqu'une personne se doit continuellement de vérifier ce qu'elle a fait pour savoir si elle a bien fait, c'est qu'elle prend ce qu'elle a fait, ce qu'elle a en mémoire, et elle l'observe par rapport au concept de ce qu'elle voulait faire. Elle se prend au sérieux. Vous faites. Je dis souvent, on doit le comprendre, que vous ne pouvez pas faire mieux
que ce que vous faites. Parce que vous faites toujours quelque chose à partir du maximum que vous avez comme possibilité. Alors vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous faites. Alors vous ne pouvez donc pas perdre du temps, des manies, à observer ce que vous avez fait par rapport à ce que vous auriez pu faire. Vous n'auriez pas pu le faire, vous ne l'avez pas fait. Le lanceur qui lance une balle au baseball, s'il la lance croche, est-ce qu'il peut dire « j'aurais pu faire mieux » ? Non. Il ne peut pas dire « j'aurais pu faire mieux » parce que s'il aurait pu faire mieux, il aurait fait mieux. Mais il peut dire « il y a quelque chose de pas correct ». Il ne se prend pas au sérieux, il veut un résultat. Il ne se condamne pas, il ne juge pas. Il observe le résultat et lui est une partie de l'événement qui a créé le résultat. Alors il se dit « je veux lancer là ». Alors il recommence et il observe sans juger, manque son coup. Pas de problème. Et là, il va être capable de s'entraîner. S'il se prend au sérieux, après 3 lancers, selon lui, il aurait dû réussir. Il va abandonner ça, il n'est pas bon. Il refuse l'entraînement. On ne se condamne pas, on ne se juge pas, ça fait partie de la morale ancienne qui régit la conscience collective de l'être ancien. Le résultat et l'efficacité est ce qui doit dominer dans votre vie. Pas savoir si vous avez bien fait. C'est efficace ce que vous faites, vous avez bien fait. C'est pas efficace, vous avez mal fait. Et pas efficace par rapport à autrui, efficace par rapport à vous. C'est ça qui est important. Une personne ici te demande pourquoi est-ce qu'elle a de la difficulté avec l'autorité, les boss. C'est drôle que tu dises toujours une personne, hein? Comme si je m'attendais à ce qu'à un moment donné un chat ou un oiseau. Bon, pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté avec l'autorité? Parce que vous n'avez pas d'autorité. La personne qui a de la difficulté avec l'autorité, elle est jalouse de l'autorité. Une jalousie qu'elle s'avoue, peut-être pas. Ça peut se passer au niveau de sa pensée inconsciente. Ça s'exprime dans sa pensée consciente par un mécanisme qui l'embête. Elle est jalouse, et il y a autre chose, elle ne connaît pas parce qu'elle ne comprend pas l'autorité. Et deuxièmement, n'ayant pas elle-même la faculté de s'autoriser, elle est toujours en lutte, si elle se conscientise le moindrement, avec l'autorité extérieure. Si elle a peur de l'autorité, c'est qu'elle se croit médiocre. L'autorité, ça n'existe pas. Sauf si des êtres humains la donnent à quelqu'un. Votre patron, un boss a l'autorité. Mais est-ce que vous devez vous sentir tremblant lorsque le boss rentre? Non, le boss a une autorité psychologique si vous lui la donnez. Est-ce que cela veut dire qu'on doit lui ôter son autorité psychologique? Oui. Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus écouter le boss? Non. Le patron a une fonction, celle de coordonner. L'employé a une fonction, celle d'écouter celui qui coordonne. Parce que s'il est capable de se passer du coordonnateur, c'est qu'il est capable de devenir le coordonnateur. Mais la fonction reste la même, c'est essentiel d'avoir un coordonnateur lorsqu'il y a différentes personnes qui travaillent. Si le boss rentre et parce qu'il est le patron, il veut que tout le monde tremble, non. Non. Il devra apprendre à trembler lui aussi. Mais si on veut ne plus écouter le patron, si on veut se prouver qu'il n'est pas notre boss et qu'on n'en a pas peur en lui faisant peur, c'est parce qu'on en a peur qu'on doit se prouver qu'on n'a pas peur. Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté avec l'autorité? Parce que vous voyez l'autorité comme elle n'est pas ou comme elle ne doit pas être vue. Moi, j'ai de l'autorité par rapport à ce que je vais dire? Peut-être. Est-ce que j'ai de l'autorité de décider ce que vous allez vivre? Non. Ça ne me regarde pas, c'est votre autorité qui doit prédominer. Est-ce que j'ai l'autorité de dire ce que vous devez penser? Non. C'est votre autorité qui doit prédominer. Mais si on fait un travail ensemble, il y aura quelqu'un qui devra coordonner les efforts de tout le monde pour que ça fonctionne. Le pilote d'avion, est-ce qu'il a une autorité? Oui. Mais il doit se soumettre à l'autorité de la tour de contrôle. Parce que si toutes les autorités de tous les pilotes décident de se prendre au sérieux et d'atterrir lorsque bon leur semble, ils vont réussir, mais ils ne décolleront plus.
parce qu'il n'y aura plus d'avion. Alors même si on a une autorité suprême, quelque part, on doit comprendre l'intelligence du coordonnateur, du boss ou du chef. Si le boss se prend au sérieux et que ça vous fait quoi, c'est que vous vous prenez au sérieux. Prenez-vous plus au sérieux, vous allez trouver ça drôle en maudit de voir un gars qui se prend au sérieux. Alors, il ne faut pas libérer le boss de sa propre misère, il faut que vous vous libériez vous. J'en ai eu des patrons. Je l'ai même eu un jour qui m'a lancé une clé d'ambulance parce qu'il trouvait qu'il était suffisamment bon pour me lancer une clé et ça ne tentait pas de venir dans le garage me la porter. Et la clé a suivi une trajectoire très risible. Ça m'a fait plaisir de la voir venir. Elle est tombée droit dans le canal. Et c'était la seule clé qu'on avait pour sortir ce véhicule-là. Moi, je m'en allais. Et j'ai vu un boss, presque à genoux, en souliers, à vider un canal plein de bouettes et de toute autre chose, bien bizarre, parce qu'il y a de l'huile, du cambouis et tout ce qu'il faut, à la recherche de l'ultime clé. Il n'a plus jamais lancé de clé. C'est son affaire de se prendre au sérieux, c'est son affaire de croire qu'il a de l'autorité. Si vous la vivez, c'est que vous lui en donnez. Donnez-lui en pas, restez poli. Parce que si vous êtes impoli, vous vous prenez au sérieux. Il faut juste analyser le mécanisme de la personne qui se présente. Bonjour, boss, parfait. Connaissez son prénom, puis appelez-le par son prénom. Ça marche souvent. Appelez-le au moins par son nom de famille. Mais le prénom, ça marche. S'il vous appelle monsieur ou madame un tel, appelez-le monsieur ou madame un tel. S'il vous appelle par votre prénom, trouvez son prénom. Ah oui. Pas pour vous prendre au sérieux. Pour l'instruire que vous êtes un être humain debout, comme n'importe quel être humain debout. Ça va être un effort pour celui ou celle qui se prend, qui se croit médiocre et qui a de la difficulté à avancer dans la vie. C'est un effort qu'elle doit faire parce qu'elle a de la difficulté à avancer, parce qu'elle ne croit pas en elle, elle croit en les autres. Et elle maudit les autres parce qu'elle a l'impression que autrui l'empêche de croire en elle. Un joueur de hockey demande OK. comment puis-je faire un travail de hockeyeur sérieusement si je dois me conformer aux normes établies sans pour autant être en accord avec ma conscience individuelle? Sans perdre ma job, comment puis-je vivre en ayant un travail basé sur des intérêts établis? Connaissant les intérêts établis, si vous acceptez de poursuivre, vous acceptez donc le contrat. Alors, si on accepte de poursuivre, c'est qu'on accepte le contrat. Acceptant le contrat, on ne peut pas vouloir le changer une fois qu'on a accepté. On change le contrat avant de le signer, on l'assume une fois qu'on l'a signé. Je ne parle pas juste de signature comme ça. Dans le hockey, c'est un sport particulier où il y a des contraintes particulières, où il y a différentes choses, comme dans beaucoup d'autres professions ou métiers. Si on embarque, on accepte les règles du jeu. Se prendre au sérieux, c'est de vouloir appliquer nos règles du jeu. C'est sûr qu'à un moment donné, prenons sur la glace, quelqu'un arrive, un hockeyeur, et il vous donne un bon coup de coude en plein visage. Ce n'est pas permis. Mais entre vous et moi, on sait bien que c'est permis. Alors, on est frustré. Regardez, je prends un exemple différent pour le hockeyeur. Prenons-nous sur la route. Lorsque vous vous faites dépasser par une automobile qui vous coupe la journée où ça vous tente de rouler convenablement, ça frustre. Et là, on décide d'éduquer l'autre à appliquer les règlements. Mais nous, souvent, on ne les applique pas non plus. Lorsque le joueur de hockey rentre avec son coude, bang, puis il défonce tout le monde, tout le monde le fait, c'est de même ça se joue. La journée qu'il décide d'être pacifique parce qu'il rentre d'un témoin de Jéhovah, tout le monde rentre dedans, badang, badang. Là, il est en beau maudit. Mais les règles du jeu, qu'elles soient inscrites ou qu'elles soient morales, ceux-là sont morales, c'est-à-dire qu'ils sont orales. On doit jouer avec. Est-ce que cela veut dire qu'on doit éduquer l'autre à plus nous rentrer dedans, rentrant dedans 2 fois plus fort? Là, on se prend au sérieux. Et vu que l'autre se prend au sérieux, il va vouloir nous éduquer lui avec en nous rentrant dedans 3 fois plus fort. Et 4 et 5, et les gants à terre, et le chapeau à terre, ou bien encore dans la gueule de l'autre, puis après ça, on se bat. Au niveau paperasserie, c'est le même phénomène.
Vous achetez une automobile, vous signez un contrat. Le voleur vous a fourré parce que vous n'avez pas lu? Non. Vous êtes volé. Vous signez un contrat, c'est que vous allez devoir accepter de le vivre. Vous votez un parti, vous allez devoir accepter de l'endurer. Alors, c'est le même mécanisme pour n'importe quoi. Avant de s'impliquer, on transforme. Lorsqu'on accepte, on accepte. Si on n'accepte plus, allez-vous-en. Si tout le monde n'accepte plus, tout le monde s'en va. Et on pourra repartir avec de nouvelles bases. La différence entre être imbu de soi-même et faire attention aux patterns pour qui on se prend. C'est peut-être la nuance à faire plutôt que la différence. Le problème chez l'humain, c'est qu'il n'a aucune conscience de son rôle sur la Terre. Il n'a aucune conscience de son rôle dans le cosmos. Il ne sait pas qui il est cosmiquement et il ne sait pas pourquoi il est planétairement. L'être humain, ne sachant ce qu'il est à l'échelle de la planète et ne sachant ce qu'il est à l'échelle cosmique, va tenter de s'instruire de ce qu'il est dans le monde où il peut percevoir des choses. Alors, il va essayer de se créer un contexte dans le monde planétaire, dans son monde physique pour commencer, dans son monde conscient élaboré par les sciences physiques et dans son monde de sommeil, le monde où il dort, ou même le monde des morts. Créant un contexte à l'intérieur de cela, l'être humain le dynamise et le considère comme étant la réalité, et cela est essentiel pour lui permettre d'exister. Alors l'être humain existe. Existant, il a peur de ne plus exister. Il a maintenant peur de la mort. Ayant peur de la mort, il crée maintenant un nouveau monde dans le domaine des morts pour pouvoir être une suite apparemment logique au monde qu'il s'est créé dans le domaine des vivants. Là, le rôle fondamental de la psychologie de l'homme lui permet d'assumer une existence tant que ces différents véhicules ou ces différents corps terrestres ne sont pas prêts à recevoir l'intelligence. Lorsque la psychologie a permis à l'humanité de survivre malgré la débauche totale, malgré l'absurdité matérielle, la souffrance et tout le tralala, lorsque la psychologie a permis à l'être humain de survivre jusqu'au contact avec l'intelligence, avec l'énergie supramentale ou avec l'Esprit Saint, cette psychologie qui maintenant a l'expérience de la vie, a la facilité de se prendre au sérieux et de se prendre pour l'esprit et de se prendre pour l'intelligence. Cette psychologie a même la faculté de transmuter la matière, donc d'apparemment créer, d'inventer. Cette psychologie a même la faculté de remplacer l'intelligence dans le contexte planétaire, mais cette psychologie a un défaut. Elle ne peut pas savoir ce qu'elle ne sait pas. Ne pouvant savoir ce qu'elle ne sait pas et se prenant au sérieux, elle maudit le reste de ce qu'elle ne sait pas de lui faire peur. Se prenant au sérieux, elle a l'impression qu'elle devrait tout savoir. Alors elle se met dans une recherche d'évolution pour essayer d'agglomérer en elle l'univers, pour tout savoir. Alors elle essaie de prédire l'avenir pour savoir l'avenir. Alors elle essaie d'inscrire dans des livres, dans des films, dans des photos le passé, pour ne pas oublier le passé. Alors cette psychologie qui se prend au sérieux et qui est limitée veut avoir en elle l'univers. Cet univers, au sens du savoir, s'approche d'elle. Parce que dans les temps actuels, l'homme, la femme et l'enfant s'approchent de ce savoir universel. Un savoir universel qui aura la piètre allure d'un savoir instantané pour l'ego. Donc un savoir qui ne pourra pas être emmagasinable avant même de pouvoir s'en servir. Un savoir qui sera su et connu que lorsqu'il sera nécessaire. Libérant de par le fait même l'être humain de sa quête éternelle vers la connaissance. L'être humain n'aura plus besoin de connaître, il saura.
Mais il saura lorsque ce sera nécessaire, il ne saura pas avant. Alors l'ego, qui se prend au sérieux, qui doit savoir avant, pour être sécure, doit savoir avant. C'est pourquoi elle veut prédire l'avenir. C'est pourquoi il lit l'horoscope. C'est pourquoi il a besoin de plusieurs choses pour pouvoir savoir avant. Au cas. Alors cet ego qui doit savoir avant se voit frustré par son esprit qui lui donne l'information instantanément lorsqu'il en a besoin, mais pas avant. Et pas après. Alors l'ego qui se prend au sérieux devra apprendre à plier les genoux devant l'esprit. Il devra apprendre aussi à mourir pour laisser l'esprit venir s'exprimer chez lui. Cet ego qui se prend au sérieux et qui a eu un rôle primordial dans ce sérieux qu'il a joué face à lui-même, doit apprendre à disparaître. L'ego, c'était sérieux, mais ce n'est plus sérieux. L'esprit, c'était le but. Le savoir était le but. Il n'est plus le but. Il commence à être le résultat. Et tant que l'ego qui se prend au sérieux n'est pas prêt à assumer ce résultat, il va le repousser pour le conserver comme but. Parce que chez lui est devenu plus important la recherche que le résultat. Et c'est le problème de l'humain, qui refuse de devenir ce qu'il est parce qu'il préfère le rechercher, ce qu'il est. Ça répond à la question parce que ça répond même plus loin que la question. À travers le fait que l'être humain atteint ce savoir instantané où il n'a plus besoin de rechercher parce qu'on n'a qu'à lui poser des questions pour qu'il puisse répondre et la connaître, il y a la facilité et la faculté chez cet être humain nouveau de pouvoir s'adapter à l'écologie psychologique de chacun des êtres humains anciens ou transitifs, de chacun des êtres humains qui se prend au sérieux. Alors, pour qu'un employé respecte le patron jouera son rôle de patron, tandis qu'avant, il vivait son rôle de patron. Moi, je ne vis pas mon rôle de conférencier, je le joue. Lorsque l'acteur se prend au sérieux dans son rôle, il le vit, et on se de lui, il est à son meilleur. Il ne peut pas être à son meilleur dans tous les rôles. Mais s'il apprend à jouer tous les rôles, il découvrira que la vie est un jeu. Ça peut être souffrant pour lui. Chez l'être nouveau, il joue. Mais il est conscient de jouer, tandis que chez l'être ancien, il joue, mais il ne le sait pas. Il se prend au sérieux dans son rôle. Alors lorsqu'on lui dit « ton rôle, c'est fini. Il est maintenant temps pour toi de changer de rôle. » Il veut pas. J'ai toujours été chevalier, moi. Donnez-moi un rôle de chevalier. Non. Non. Un rôle de pilote de course. Je peux t'amener mon épée avec moi. Puis non. Non. Tu embarques dans une auto de course et tu... Je veux un rôle de chevalier. Non. Tu ne peux plus jouer au chevalier. Il n'y en a plus. Je veux un rôle d'être humain qui prie. Qui prie quoi? Qui prie Dieu. Pourquoi? Pour le rejoindre. Tu dois l'exprimer, tu ne peux plus le prier. Mais l'humain refuse. L'humain veut prier Dieu. L'humain veut appeler Dieu. Mais l'humain ne veut pas l'exprimer. L'humain ne veut pas laisser la place à Dieu chez lui. Et lorsque l'humain laisse apparemment la place à son Dieu chez lui, il devient plus orgueilleux que jamais. Il devient missionné. Il décide pour Dieu ce que Dieu veut pour lui. Ça ne me règle rien et on est encore mal parti. Je dis, et je vais le répéter souvent parce que ce n'est pas compris, que l'humanité a joué pendant des milliers d'années à être puissant. Et aujourd'hui, alors qu'il le devient, il croit encore qu'il joue. Maintenant, comment faire la différence entre ne pas se prendre au sérieux et se faire charrier? Essaie de me charrier. Non, je le ferai pas, non.
Me verser de l'eau sur la tête. Ah, Il y a un mécanisme écologique dans ce que tu perçois. Comment faire la différence entre ne pas se prendre au sérieux et se faire charrier? Qui se fait charrier? Quelqu'un qui se prend au sérieux. Es-tu capable de briser cette fenêtre? Oh oui! Non, t'es pas capable. Oh, je suis capable. Non! T'es capable, mais brise-la donc, voir. Je suis capable. T'es un imbécile, Bobo. Toi, t'es manipulable. Tu te prends au sérieux. Je te charrie. Es-tu capable de briser cette fenêtre-là? Un brise-la donc. Ça sert à rien, là. Je la brise pas, mais je veux dire, si le feu serait pris, je la briserais bien. T'es pas capable. Bon, je suis pas capable de bord. Mais est-ce que je me fais charrier? Ben non. Mais là, je veux dire, je suis assis dans un autobus, quelqu'un rentre, au loin de là. Hey, t'écoles de là. Puis le bonhomme, là, il commence à sortir ses muscles, là, puis il décolle de là. Satan va-te! Tu vas voir qu'il te laissera pas là longtemps. Tu vas penser que t'es un fou. Ou commence à baver. Il va l'envoyer aller voir un autre. Puis toi, ben, tu restes là. Alors, tu t'es pas fait charrier. Mais il faut que tu te prennes pas au sérieux pour arriver à le faire. Mais lui, se prenant au sérieux, t'étant anormal, pourra pas jouer avec toi anormal. La normalité fait peur aux normaux. C'est simple. Alors, comment ne pas se faire charrier? Mais si on se prend pas au sérieux, on se fait pas charrier. Si le gars sort un couteau, c'est correct, assis-toi puis coupe la chaise, je m'en vais. Tu sais, si le gars il est fou, plus fou que toi, que tu peux être fou. Et tu lui laisses la place, t'es pas pour te battre avec, pas une place. Mais tu te fais pas charrier pareil. Quand tu rentres dans les portes chez Simpson, là, puis quelqu'un qui rentre, puis qui fait que tu tournes dedans pendant 3 jours, ça arrive des fois. Ça arrive souvent. Tu prends une petite porte à côté, puis une chaise roulante. Tu ne tourneras pas dedans. Et c'est tellement... On veut réussir, on se lance des défis. Ben c'est ça, on se prend au sérieux. C'est très, très, très facile de ne pas se faire charrier, puis de charrier tout le monde. Qui est charriable? Celui qui se prend au sérieux, jamais l'autre. Jamais l'autre. Plus vous allez être conscient, et moins vous allez vous prendre au sérieux, plus vous allez être autoritaire, respecté, disons, pas égoïquement. Ça va être dangereux pour les autres. Parce que les autres vont voir chez vous un miroir fracassant qui va leur faire mal, mais ils vont vous laisser en paix si vous savez être écologique. Très, très, très facile de ne pas se faire charrier. Il y a aussi le fait que quand on prend conscience, de plus en plus, on s'aperçoit qu'en voulant charrier quelqu'un ou lui marcher sur les pieds, c'est sur nos propres pieds qu'on marche. Toujours. Ça fait que il n'y a plus d'intelligence là à jouer ce jeu-là. Mais non, absolument pas. On ne se fait pas charrier. Mais si je vous dis, restez assis, je vous l'ordonne, tout le monde se lève, ben j'ai charrié tout le monde. J'en ai charrié dans ceux qui sont assis, puis j'en ai charrié dans ceux qui sont debout. Mais les seuls que je n'aurais pas charriés, s'il y en a, ils sont assis. Ils ne sont pas debout. Une question bien ordinaire Une ici. personne. Qu'est-ce que l'ego? Bon. On l'explique souvent. Pour avoir une réponse relativement complète et rapide, il faudrait se référer à une conférence que j'ai déjà faite qui s'intitule « Le rôle de l'ego ». Et pour mieux comprendre, le rôle de l'âme, suite au rôle de l'ego. Brièvement, l'ego, c'est une densification de l'identité que vous avez chez vous, et cette identification va être créée, constituée par les mémoires que vous allez conserver. Cela veut dire que votre éducation constitue votre ego, et aussi la faculté qu'aura votre cerveau de l'orchestrer, donc votre phénomène génétique, va aussi permettre l'expression de cette résonance mémorielle à l'extérieur de vous. L'ego, c'est ce qui vous fait dire « je suis »,
C'est ce qui vous fait dire « j'ai mal », c'est ce qui vous fait dire « je veux comprendre », c'est ce qui vous fait dire « je veux évoluer », c'est ce qui vous fait dire « je suis écœuré, j'en ai assez », c'est ce qui vous fait dire « c'est beau ou c'est laid ». Mais l'ego a la faculté d'être légèrement différent, c'est-à-dire que l'ego n'est pas homogène, il est hétérogène. C'est un mélange d'un paquet de phénomènes d'apprentissage reliés à un phénomène d'orchestration biologique, donc neuronique. Alors, de temps en temps, votre ego est pacifique, et soudainement, il peut devenir colérique. Et si on brasse un peu le corps, ça change encore, et cet ego est ce qui habite l'être humain. Tous ceux qui veulent évoluer ont un ego. L'ego, s'identifiant à lui, se croit important tel qu'il est, alors que l'ego est une partie de l'être psychologique et n'a rien à voir avec l'être réel. Prenant l'importance qu'il se donne, il se croit devenir l'être réel et implique l'extérieur pour le servir. Ce qui le fait souffrir parce qu'il devra apprendre que l'extérieur est là pour être utile avec lui, mais que lui fait partie de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un cadre écologique. L'ego va donc vouloir se défendre à travers ce cadre d'écologie pour laisser sa marque, sa trace. Il croit que si on ne l'oublie pas, il persévère, il continue à vivre, même s'il meurt. Même s'il s'oublie lui-même. Alors l'ego, pour se défendre, crée un mécanisme énergétique très puissant qui va porter le nom d'orgueil. Tout ça, c'est le mécanisme de se prendre au sérieux. Ceux qui fument en public dans les locaux assez restreints, qu'ils emplissent de boucanes, je ne parle pas spécialement du centre d'universalité entre les conférences et la période de questions. Ces gens se prennent-ils au sérieux ou si c'est moi qui me prends au sérieux en ne pouvant supporter cette atmosphère et en posant la question? Lorsqu'une personne n'est pas capable d'endurer la fumée parce que ça lui pique dans les yeux, parce qu'elle est asthmatique, elle tousse, il y a un mécanisme écologique. Lorsqu'une personne n'est pas capable de s'empêcher de fumer parce qu'elle trempe, parce qu'elle shake, il y a un mécanisme écologique. Lorsqu'une personne fume parce qu'elle oublie même carrément qu'elle fume, il y a un phénomène qui fait qu'elle fume pour se sentir mieux, elle se prend au sérieux. Lorsqu'une personne veut qu'on la respecte dans ce droit de non-fumeur, elle se prend au sérieux. Lorsqu'une personne est capable de dire à quelqu'un d'autre « ne fume pas parce que ça me pollue », on peut dire qu'elle est dans son droit si tout ce qui se doit d'être fait au niveau de son corps physique, de sa santé, est déjà fait. Si elle aime manger des sucreries, elle ne peut pas demander qu'on ne fume pas. Parce que si elle-même se magane le corps de d'autres façons, elle ne peut pas dire « respectez-moi » parce qu'elle ne se respecte pas. Alors, si une personne est tout à fait en parfaite santé et qu'elle fait d'une façon facile tout ce qui doit être fait au niveau de l'écologie de son corps, au niveau de son habillement, comme de sa nourriture, de son temps de travail, de son temps de repos, etc., c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. Et si elle ne se prend pas au sérieux, elle va laisser l'autre fumer. Parce que c'est pas un petit peu de fumée à travers toute sa santé qui va lui nuire. Si la personne a une fonction d'instructeur, dans une classe ou dans un cadre particulier, elle peut peut-être parler à celui qui fume. Sachez que celui qui fume, fume pour abaisser ses vibrations parce qu'il n'est pas capable de s'assumer tel qu'il est. Celui qui mange trop mange pour abaisser ses vibrations parce qu'il ne peut s'assumer tel qu'il est. Celui qui boit un petit peu ou beaucoup baisse ses vibrations parce que là encore, il ne peut pas s'assumer. Celui qui fait du sport un peu trop pour se retrouver, baisse ses vibrations au même titre que le fumeur. C'est sûr qu'on va dire c'est mieux faire du sport que de fumer. C'est mieux manger que de fumer. C'est mieux faire du sport que trop manger. Mais lorsqu'on est pris avec un mécanisme, on ne peut pas parler du mécanisme de l'autre qui n'est pas pris avec le nôtre. Ceux qui fument en public dans les locaux assez restreints et qui emplissent de boucanes, je ne parle pas seulement blablabla, ces gens se prennent-ils au sérieux? Certains, oui. La majorité, oui, mais pas dans le sens arrogant du fait qu'ils fument. Parce qu'il y en a bien qui aimeraient bien ne pas fumer. Ils en ont besoin. Ou si c'est moi qui se prends au sérieux en ne pouvant supporter cette atmosphère et en posant la question, ça te regarde. Tu sais très bien si tu te prends au sérieux ou non.
un jour, je vais faire fortune parce que je vais inventer un petit appareil qui se camoufle bien chez soi. Je vais en inventer deux. L'un qui est un détecteur de fumée qui sonne. Alors, lorsqu'on est dans une salle, un ascenseur, quelqu'un rentre avec sa boucane, ben, ça se met à crier. Puis l'autre doit endurer pendant que vous endurez sa fumée. Et un autre système qui dégage une odeur qui pue. Alors vous dites, ben oui, j'ai besoin. Ah, ça me replace. Puis l'autre, il est là, puis il fume. Puis l'autre, il est là, puis ça pue. Bon, ben, ça m'a fait fortune. Parce que les égaux vont se sentir soulagés de pouvoir lutter enfin contre les autres. Mais on se prend au sérieux quand on joue à ce jeu. Vous entrez dans un ascenseur et un fumeur rentre, vous sortez. Vous n'êtes pas charrié, vous le charriez. Vous montez lentement, quelqu'un rentre, vous sortez. Les portes se ferment et lui, il continue. Vous prenez l'autre ascenseur et vous montez sans fumeur. Qu'est-ce qui est important? Votre santé pulmonaire? Sortez donc de l'ascenseur. Prenez donc l'escalier. Éloignez-vous donc des fumeurs. Vous voulez lutter contre les fumeurs, c'est pas votre santé pulmonaire qui est important, c'est vos droits psychologiques. Mettez de l'énergie dans ce qui n'est pas sérieux. Vous prenez au sérieux. Mettez de l'énergie dans ce qui doit être fait. Votre santé, sortez donc de l'ascenseur. Vous n'avez pas le choix d'être attaché dedans. Respirez donc, chiolez pas. Plus vous allez chioler, plus vous allez rendre l'autre nerveux. Plus il est nerveux, plus il fume pour être moins nerveux. Ça ne vous arrangera pas. C'est amusant, mais c'est tout à fait réel, c'est authentique. Mettez de l'énergie là où on doit en mettre, pas pour défendre votre sérieux. Croyez-vous que l'homme ne peut évoluer spirituellement que d'une façon collective? Ah oui, mais je ne crois pas, je sais. Je sais que l'être humain ne peut évoluer spirituellement que d'une façon collective. Ça va de soi. Mais l'être humain ne peut devenir ce que la spiritualité lui promet que de façon individuelle. Est-ce qu'on se choisit un karma sérieux ou bien y a-t-il lieu de l'assumer sérieusement en changeant la tonalité? 90% du karma de l'être humain est le karma qu'il se donne. Donc, on se choisit un karma sérieux et on peut l'assumer sérieusement, donc le démolir, puis ne pas avoir à le vivre. Qu'est-ce que c'est le karma sérieux? Toutes les fois que vous êtes frustré, que vous êtes dynamisé par quelque chose, que vous avez, mais vous vivez un karma, vous brûlez de vos énergies. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, ça n'a plus aucune importance. Qu'est-ce qui est important dans une discussion? Que l'autre comprenne ou que vous soyez bien. Si pour être bien, l'autre doit comprendre, vous allez faire comme la majorité des humains, vous ne voudrez pas parler en public. De peur d'être frustré. S'il y a intelligence de discussion, parce que ça rapporte quelque chose, on discute. Ça rapporte plus rien, on dit plus rien. On clôt la discussion. Le karma sérieux, c'est ce que vous allez décider de vivre. Vous maquillez-vous sérieusement? Ajustez-vous sérieusement votre cravate? Maudissez vos poubelles sérieusement après chaque journée de travail? De quelle façon marchez-vous? De quelle façon essayez-vous de paraître en public? De quelle façon essayez-vous de paraître face à vous? De quelle façon mangez-vous en restaurant, en public? De quelle façon agissez-vous aux toilettes publiques? De quelle façon... Il y en a beaucoup qui se lavent les mains dans les toilettes publiques. Ils ne font pas ça souvent chez eux. Mais oui. Puis s'il y a du monde dans la toilette, tout le monde se lave. S'il n'y a personne... C'est ça le collectif. C'est ça ne pas s'assumer. C'est souffrant. C'est souffrant en maudit. Moi, j'ai connu une personne qui avait tellement peur d'aller aux toilettes publiques, qu'on l'entende, qu'elle est restée une demi-heure pour rien, parce qu'elle attendait d'avoir la paix, mais il y avait toujours du monde qui venait dans l'autre toilette. Ça la faisait chier, mais pas assez. Elle se prenait au sérieux. Vous rentrez dans une toilette publique, vous entendez
Il y en a un qui tient à savoir que vous êtes là. Essayez pas de pousser sa porte au cas qu'elle s'ouvrirait. C'est ça la vie. Dans les plus simples expressions, on se prend au sérieux. Je peux donner des exemples que certains vont dire plus délicats, au moins, tu sais, parce qu'ils parlent de, tu sais, quand même, ils pourraient prendre d'autres exemples. Mais pourquoi prendre des exemples que vous ne comprendrez pas? Parce que ceux-là peut-être frustrent certains d'entre vous, parce que vous prenez trop au sérieux. C'est normal. Le chien ne se prend pas au sérieux. Le propriétaire du gazon se prend au sérieux. Il y a écologie, d'avoir une pelouse propre ou de ne pas trop marcher dedans, ça on comprend. Lorsque c'est intelligent de régler les allées-venues des chiens, ça va. Mais lorsqu'on le fait parce que c'est yark ou etc., ben là, c'est autre chose. Faire quelque chose sérieusement, c'est le faire parce que ça doit être fait. Le faire parce qu'on se prend au sérieux. Apparemment, c'est la même expression, mais c'est pas la même chose, pantoute. Comment choisir entre la multitude des choses qui doivent être faites, celle qui nous convient, celle que l'on pourra faire sérieusement sans ambition, sans se prendre au sérieux? La première chose que l'être humain doit faire est d'arriver à avoir une conscience individuelle. Cela veut dire être capable d'accepter par lui-même de se tromper. Vous devez être capable de vivre une auto-analyse qui va être de toute façon, mais qui n'est pas intelligente, mais quand même qui va être chez l'être transitif, et qui va vous dire « j'ai encore manqué, j'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe ». C'est le devoir vivre individuellement dans votre conscience et décider de par vous-même, prendre des initiatives sans vous référer à autrui. C'est sûr que si vous voulez acheter une auto usagée, vous ne connaissez pas ça, vous prenez référence à autrui sur l'automobile, pas sur le fait que vous devez en acheter une auto usagée ou non. Sur la mécanique, sur l'automobile, peut-être prendre des références. Est-ce que je devrais me faire guérir ou non? Ça, on ne prend pas référence là-dessus. On prend référence sur certains médecins pour savoir ce qu'on a, peut-être. Et pas pour savoir si on doit y aller ou pas. Il y a une nuance entre les deux. On ne prend pas référence sur autrui pour savoir si on doit sortir aujourd'hui pour aller marcher. Il fait beau, hein? Je pense que ça me tenterait d'aller marcher. Hein? Tu viens-tu avec moi, toi? Oh, je viens pas. Tu es un casseux de party, toi. Bon, on ne prend pas référence sur autrui pour savoir si on doit faire quelque chose comme ça. On prend référence sur autrui pour savoir où est une rue, dans un village, une ville qu'on ne connaît pas. Si on n'a pas d'utilité à se procurer une carte. Mais on ne prend pas référence à une personne. Pensez-vous que je vais la trouver, la rue? Hein? Vous pensez, ouais? Mais non. L'autre va dire, ah oui, avec l'éducation que j'ai donnée, vous allez la trouver certain. C'est ça, c'est sûr. Rien non, bon, comme je suis intelligent, comme je suis, tu sais, si tu la trouves pas, c'est parce que t'es stupide, parce que les éducations que j'ai données sont impeccables. C'est ça, les gardigots. Je demande, où est telle rue? On m'explique, parfait. L'autre veut souvent poursuivre son explication, vous avez compris. Mais vous ne demandez pas s'il pense que vous allez trouver la rue. Mais c'est ça le problème. Quand vous avez faim, vous avez faim. Ne demandez pas à l'autre s'il a faim pour savoir si vous avez raison d'avoir faim. T'as-tu faim? Oui. On va le manger, hein? Tu faim? Non, pas encore, non. Hein? OK. On continue. C'est quoi le boss? C'est celui qui dit j'ai faim, qui vient avec moi. Ça, c'est le boss. Personne n'y va, il va pareil. Souvent, ça rend l'autre jaloux. Mais il n'y a pas de multitude de choses. Vous faites ce qui doit être fait. Quand vous avez faim, vous avez faim. Il y a plein de visites chez vous, vous vous sentez fatigué. Vous allez vous coucher. Ben oui. Puis s'il n'y a personne pour les mettre dehors, ben vous les mettez dehors, vous allez vous coucher. Puis s'ils ne veulent pas comprendre, ben vous invitez plus. Vous vous faites inviter à la place. Quand vous êtes fatigué, vous en allez.
Puis si vous êtes un cassé de party, c'est parce qu'ils sont collectifs puis ils ont besoin de votre présence pour se sentir correct. Ça les regarde, allez-vous-en. Puis si vous perdez tous vos amis, c'était pas vos amis, c'était vos maîtres. Vous étiez leurs esclaves. Vous allez en trouver d'autres, des vrais amis, qui vont être capables de dire « Semble que t'es fatigué, hein, je vais m'en aller. » Alors vous allez répondre « Non, non, la vie est bonne, continue à l'écouter, tu t'en iras quand ça sera fini, moi je vais me coucher. » Alors votre ami dit « C'est correct, parfait. » Ben sa télévision, il s'installe comme il faut, puis il se sent libre, il se sent pas pogné, puis il se sent pas de trop. Crème, l'autre, il a dit qu'il pouvait rester. Si l'autre, il l'a dit parce qu'il voulait être poli, ben ça y apprendra. Puis si l'autre, il a dit qu'il était sincère, pourquoi il se sentirait mal? Alors il s'allonge, il écoute la télévision pas fort, l'autre, il va dormir. Puis quand c'est fini, ben il met un petit mot, merci, tu sais, puis t'es au bout, ou s'il veut. Puis il s'en va, il ferme la porte doucement, puis il s'en va. Tout le monde est bien. Personne ne se prend au sérieux. Mais si je me prends au sérieux, ben moi dire à François, ben oui, mais c'est plate, comment te coucher? Tu m'invites à te coucher. Tu sais, important comme je suis, je mérite que tu restes, c'est ça que ça veut dire. Mais non, lui, il veut veiller. Va-t'en pas tout de suite. C'est important comme qui. Il faudrait que je reste. Pas besoin d'ennemis comme ça. Non. Alors, c'est facile de savoir ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Si c'est mon patron, puis il m'invite, puis moi, je veux une augmentation, puis pour ça, il faut que je reste. Il m'a resté. Il me charrie pas. Je veux mon augmentation. Je le charrie. Il veut que je reste. Il m'a resté. Mais quand il n'y a pas d'utilité comme tel, voyons donc, moi, je m'en vais, puis ça finit là. J'ai pas besoin d'y expliquer, puis d'y dire pourquoi, puis d'y compter des menteries, puis des raisons, puis tout ça, pour qu'après ça, ils disent que je suis menteur dans mon dos. Parce qu'il m'a forcé à dire des menteries pour que je puisse me libérer. La vie facile, c'est simple. Il y a beaucoup de questions sur la possibilité de réussir socialement, affectivement, financièrement. Là. Puis, ce serait peut-être le temps que tu nous parles de l'organisation du succès pour ce séminaire. Est-ce que ça traite de ces choses-là, si on peut réussir socialement, affectivement, financièrement, sans se prendre au sérieux? Bon, la majorité des mécanismes qui vont permettre à l'être humain de ne pas se prendre au sérieux sans se faire charrier, lorsque ça devient un petit peu aléatoire, lorsqu'on ne sait pas trop, ça doit arriver à être conséquentiel. L'être humain qui est conséquentiel, c'est un être humain qui est capable de prévoir, mais d'une façon non émotive, un résultat qui peut être écologique, intelligent dans l'avenir. En fonction de ce qu'il entrevoit, il va dynamiser son action pour atteindre ce résultat. Mais il ne se fera pas un but moral de réussir le résultat. Il sera donc libre en tout temps de réentrevoir l'avenir différemment, donc de changer. Alors il reste vivant. Ça, c'est un être conséquentiel. Mais qu'est-ce qu'un être conséquentiel? On peut en parler longuement. Ah oui, c'est le titre de vendredi prochain. Alors, on va en parler longuement. Brillant, mon affaire. Qu'est-ce qu'un être conséquentiel? On peut en parler longuement. Bon, c'est le sujet de la conférence de vendredi prochain. Tant qu'à être nouille. Bon. Au niveau de l'efficacité, ben, l'être conséquentiel est un être efficace. Il y a deux choses. Il y a l'être inefficace et inconséquentiel qui essaie de prévoir l'avenir, qui spécule. Mais la spéculation est proche de l'être nouveau. Tandis que la prévoyance, telle qu'elle se fait par les mancies, chiromancie, cartomancie, astromancie, etc., fait partie de l'être ancien. L'être nouveau est capable d'avoir une préscience. Cette préscience est la faculté qu'il aura de savoir avant de savoir. C'est ce que veut dire préscience. L'être nouveau, il est conséquentiel parce qu'il est préscient. Science, sire, savoir. Et qu'est-ce que c'est que de savoir avant de savoir? C'est un mécanisme qui n'est pas perçu par l'être ancien et qui n'est pas perçu par l'être transitif, mais qui commence à transparaître chez l'être transitif, aboutissant vers l'être nouveau. La spéculation, c'est jouer aux échecs avec l'avenir. La prévoyance, c'est jouer au dard, les yeux bandés, avec l'avenir. La préscience, ce n'est plus un jeu d'échecs. C'est la compréhension des conséquences, la préscience. C'est l'écologie. C'est la compréhension des conséquences.
Alors, on sait pourquoi que ça va donner telle conséquence, parce qu'on connaît les données. La spéculation est l'essai d'entrevoir, mais comme un jeu d'échecs. Mais elle n'a pas la faculté de savoir avant même de savoir. Chose sur laquelle on va revenir la semaine prochaine. Réussir sa vie, cela veut dire être organisé. Parce que si on n'est pas organisé, on devra vivre dans un cadre organisé par d'autres. C'est ce qu'on appelle se faire organiser. Sous tous les sens du terme. Être efficace, cela est possible si on est organisé. Être organisé, cela est possible réellement si on est prescient. Être prescient, cela est possible chez l'être conséquentiel. Qu'est-ce qu'un être conséquentiel ou comment devenir un être conséquentiel et qu'est-ce que se fait de savoir avant de savoir? Ce sont des mécanismes qui permettent à l'être humain d'arriver à être totalement efficace. Mais être efficace ne veut pas dire que tout ce que nous désirons émotivement va aboutir. Ça ne se peut pas. Je veux qu'il pleuve, il veut qu'il fasse soleil. Alors, on a beau être efficace tous les deux, il faudra qu'à un moment donné qu'il se passe quelque chose. On aura un soleil très humide ou une humidité très chaude. Mais on ne pourra pas avoir le soleil et en même temps la pluie. Le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, Dieu hésite. Pourquoi? Parce que ça ne se peut pas. Être efficace, cela veut dire être capable de se coordonner dans ce qui s'en vient. Cela veut dire être capable d'entrevoir des lignées de futurs possibles. C'est ça l'être conséquentiel. Et ça se fait. Ça se fait. Et lorsqu'on est capable de voir ce qui vient, on apprendra à s'organiser pour faire partie écologiquement de ce qui vient. Et ça, être efficace. La semaine prochaine, de toute façon, on élabore énormément sur ce savoir avant savoir et sur cette être conséquentielle qui devient efficace parce qu'il sait se mettre là où la rondelle va être. On a deux mondes. On a le monde ancien qui dit, lorsqu'il joue au hockey, il faut que la rondelle vienne ici. Que la rondelle vienne. Alors, il essaie de différents mécanismes, de contrôler l'avenir, de le savoir avant pour pouvoir le déjouer, Oh, c'est écœurant. Et on a l'être nouveau, qui, lui, ne veut rien commander à l'extérieur. Il n'a pas besoin de commander, de tout mettre son énergie sur l'extérieur pour le manipuler, pour arriver à être efficace. Il se place là où va être la rondelle. Et la rondelle vient à lui, sans effort, parce que la rondelle par là. Mais a-t-il la faculté de savoir avant ce que cette rondelle va faire? Il peut. Et lorsqu'il le sait, il est conséquentiel. Alors, d'une facilité absolument ridicule pour l'être ancien, il est toujours celui qui arrête de lire un journal pendant que tout le monde court prendre le métro, qui regarde voir quel genre de chocolat qu'il pourrait s'acheter, puis en fin de compte, il n'en achète pas. Alors, il s'en va lentement, il arrive, les portes du métro s'ouvrent, il rentre, puis il s'assoit. Il n'a pas pensé et tout ça. Non, ça marche. Il descend du métro, il s'en va, il flâne un peu. Lorsqu'il arrive, l'autobus arrive, il y a la grande queue qui attend et qui gèle dehors, mais il y a deux autobus. C'est facile. C'est toujours facile pour la simple raison qu'il sait se mettre en harmonie avec ce qui vient, avec la vie. Comme le chasseur qui marche et qui marche et qui marche à la recherche de son gibier, tandis que celui qui a faim et qui est sage s'assoit là où le gibier va passer. Là où, quand il va passer, pas 2 jours avant, sur le bon moment, et il attend, et le gibier vient, et voilà, il peut manger. Le séminaire est un séminaire pour organiser pour le succès, mais c'est un séminaire qui, justement, fait découvrir chaque monceau d'inharmonie, d'inorganisation, qui, justement, mine toute l'énergie de l'être humain dynamisée vers le succès, en essayant de tout transformer ce qui ne se transforme pas. Pour ça, il faut être conséquentiel. Ce séminaire, évidemment, est un séminaire, disons, plus peut-être dynamique qu'une conférence, pour la simple raison que là, la personne amène ce qu'elle a, puis là, on lui montre ce qui se passe. Et la semaine prochaine, c'est une conférence énergétique au niveau de, justement, de ce savoir avant le savoir, chose qui n'est pas connue de l'être ancien et qui est difficilement perçue par l'être ancien. Exactement comme qu'est-ce que c'est ne pas se prendre au sérieux. C'était difficile à comprendre pour beaucoup.
Mais maintenant, c'est drôlement plus facile. Est-ce que ça vous permet du jour au lendemain d'être libéré? Non. Mais vous allez commencer, par exemple, dans les exemples que je donnais, puis dans un paquet d'autres que je n'ai pas donnés, que vous allez vous-même vous donner, à trouver la vie plus drôle. Et vous allez rire de vous. Dans un restaurant, puis... On te demande pareil, mais c'est plaisant, la vie, à un moment donné. Alors, c'était peut-être pas compréhensible, ça le devient. Qu'est-ce que c'est le savoir prescient? Ça devient compréhensible, et à un moment donné, on l'applique. Ça ne change pas la vie du jour au lendemain. Mais ça fait une différence dans sa vie. Vous allez trouver la vie pas mal plus drôle si vous arrivez justement à ne pas vous prendre au sérieux. Vous allez comprendre pourquoi que toutes les idées qu'on a des sages, ce sont du monde justement qui rit, qui n'ont pas de problème. Et la musique vient de finir, donc la conférence est finie. Ah, ça repart, mais bon, continuez. Daniel, si j'en juge tes explications sur la préscience, ce savoir instantané, est-ce que ça veut dire que l'homme nouveau s'inscrira dans la réponse plutôt que dans la question? Exactement, c'est tout à fait ça. Plus de questions que des réponses, plus de problèmes que des solutions. Mais c'est pas un phénomène positiviste, là. C'est un phénomène réel. Je te remercie beaucoup, Daniel Kem.